à la rentrée parlementaire, donc le 25 septembre. Effectivement, ça va être une rentrée qui va continuer d'être intense, dense, riche. On a différents textes qui vont arriver, et notamment le texte sur l'immigration, qui est un sujet qui... Moi, je suis dans la commission des lois, et c'est vrai que c'est un sujet ministère de l'Intérieur, donc qui passe effectivement entre autres par la commission des lois. Et puis on va avoir aussi ce qu'on appelle dans notre jargon le PLF, c'est-à-dire en fait le texte qui concerne les lois de finances pour 2024. Donc voilà, on a différents textes, et puis on a aussi chacun nos dossiers. Donc on va continuer de travailler sur nos dossiers. Moi, c'est notamment toutes les questions sur les mouvements de terrain argileux, ce qu'on appelle le RGA, avec notre département qui est extrêmement concerné, des communes de la circonscription qui sont extrêmement touchées, et puis de toute façon, même le territoire français, le territoire national qui est vraiment touché, parce que de l'argile, on en a quasiment partout en France, et seules quelques régions finalement, quelques départements sont épargnés. Voilà, et c'est en lien notamment avec le changement climatique, où on a un mouvement des sols qui est dû au stress hydrique, et puis ensuite aux fortes intempéries qu'on peut avoir, aux fortes pluies qu'on peut avoir. Et c'est vrai que ça a tendance à s'accentuer, à s'intensifier. Donc il y a une vraie question là-dessus. Mon prédécesseur Stéphane Baudu, il a travaillé dessus. Il y a une loi qui s'appelle la loi Baudu, qui est plutôt sur le volet financier, enfin qui est même sur le volet financier, sur la déclaration d'état de catastrophe naturelle. Moi, je travaille plus sur l'aspect prévention, rénovation et construction. Voilà, c'est plus mon axe, et qui vient en fait compléter ce qu'il a fait. Alors c'est un hasard de continuer ce que mon prédécesseur a fait, en tout cas d'être sur le même sujet. Mais ça, c'est un sujet qui va m'occuper. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est transmission de savoir-faire aussi, qui reste aussi un autre de mes gros sujets. Et en fait, pour moi, ce sont des sujets de fond, des sujets de roulement en fait sur ma mandature, mais qui sont liés à un moment donné toujours à l'actualité, quoi qu'il en soit, parlementaire. Et puis après, il y a aussi tout le côté sur la place de la femme dans la société, qui est un sujet sur lequel je suis engagée depuis des années en fait, vraiment depuis je dirais pas toute petite, mais quasiment. Sauf qu'à 10 ans, on n'agit pas pareil que quand on a la quarantaine. Et là, j'ai travaillé sur un texte sur l'année dernière, et là, à la rentrée, il y a notamment le texte sur les secrétaires de mairie qui va arriver. Et donc, c'est un sujet aussi que je travaille notamment avec le ministre Stanislas Guerini, qui est sur les questions de la fonction publique. Voilà. Et puis après, d'autres sujets également. Alors il y a différents enjeux, mais c'est par rapport à leur statut, par rapport à leur formation. Voilà, c'est un poste, et puis même par rapport à l'appellation. Enfin voilà, c'est un poste qui est extrêmement important. C'est pour toutes nos communes. Alors les secrétaires de mairie, on va les trouver beaucoup dans les collectivités territoriales qui vont être en ruralité, plus que sur le côté dans les grandes villes, où là on va parler plutôt de directeur général des services. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que dans les petites collectivités on parle de secrétaire, et que dans les grandes collectivités on parle de directeur. À un moment donné, moi j'ai vraiment une problématique de sémantique, parce qu'au final ces secrétaires de mairie, en fait c'est les directrices de la mairie. Même si elles sont seules, même si elles ont que 2 ou 3 agents avec elles, ça n'empêche que c'est elles qui pilotent. C'est elles qui pilotent tout le volet administratif et le volet technique de la mairie, en accompagnement des élus. C'est elles qui effectivement vont travailler sur les budgets, c'est elles qui vont travailler sur le développement de la mairie, du territoire, c'est elles qui vont accompagner les élus dans leur démarche, c'est elles qui vont participer à la transition quand vous avez une équipe municipale qui part et une nouvelle équipe municipale qui arrive. Donc c'est des postes qui sont ultra polyvalents et ultra importants. Et voilà, et en fait là c'est de travailler vraiment sur leur statut, parce que très souvent elles sont en catégorie C, alors que dans la réalité elles exercent un métier de catégorie B, voire de catégorie A. Donc il y a ces questions-là, véritablement de statut. Et puis après il y a aussi des questions de formation, parce que derrière, parfois ce sont des personnes qui sont arrivées avec une formation bac plus 2, bac plus 3, et puis qui vont se saisir d'un métier et qui vont très bien le faire, mais qui ont besoin de formation tout au long de sa vie. De toute façon, on a besoin de formation tout au long de sa vie, on ne peut pas être juste... Enfin voilà, c'est très bien d'avoir fait des études à un instant T, mais derrière, en fait, on continue de se former, on est obligé de continuer d'apprendre, même pour évoluer dans ces différents postes. Voilà, donc ça va être ça les enjeux, la formation et leur statut. J'ai envie de dire malheureusement, mais en fait, pour établir la parité, c'est les quotas. Même si pour moi, c'est un mal pour un bien. Alors c'est vrai que les quotas, j'ai travaillé avec Marie-Jo Zimmermann en 2006 j'étais pas dans ses collaborateurs, mais en tout cas, j'ai travaillé avec elle, où je m'occupais effectivement d'un site qui s'appelait agorael.com, et qui parlait justement de la place de la femme dans la vie politique. C'était au moment où toutes les lois sur la parité étaient en train de se développer. Et de s'installer. Et je me rappelle de cet échange avec Marie-Jo, où moi je suis arrivée, et du haut de mes 25 ans, j'étais totalement contre les quotas. Je trouvais ça inutile, etc. Enfin voilà. La seule chose, c'est que déjà, on ne grandit pas toutes dans le même milieu. Donc moi, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu où effectivement, on apprend que l'homme et la femme, ça fait la même chose, aussi bien à la maison que professionnellement. Voilà.
La seule chose, c'est qu'on n'a pas toutes les mêmes chances. En tout cas, pour moi, ça, c'était une chance. On l'a pas toutes. Et donc, effectivement, si à un moment donné, on ne donne pas un coup de coude avec les quotas, on n'arrivera pas à casser, en tout cas, ce plafond de verre. Plafond de verre que parfois, on se met, enfin, parfois, très souvent, on se met nous-mêmes, d'ailleurs, nous, les femmes, enfin, voilà, en se disant, on a tendance parce que c'est sociétal aussi, parce que c'est complètement ancré en nous, à se mettre derrière un homme, derrière les hommes, parce que pour X, Y raison, c'est notre schéma, en fait. C'est notre schéma d'éducation, c'est notre schéma de société. Et voilà, et les quotas, en fait, font qu'effectivement, ça permet en fait d'équilibrer. Voilà. Marie-Jo Zimmermann m'avait dit, donc Marie-Jo Zimmermann, c'est une ancienne députée qui était UMP à l'époque. Et en fait, elle m'avait dit en rigolant, le jour où on aura des femmes qui sont incompétentes à la direction d'établissements et de structures, c'est qu'on aura réussi notre pari. Voilà. Et elle a peut-être pas complètement tort, je sais pas, mais en tout cas les quotas sont indispensables. Parce que si on n'a pas de quotas, vraiment, on peut avoir toute la bonne volonté qu'on veut, toutes les compétences qu'on veut, de toute façon, quoi qu'il en soit, ça fonctionne pas. Les chiffres de la fonction publique que j'ai rabâchés pendant plusieurs semaines l'année dernière, ils sont ultra révélateurs, mais ils sont révélateurs de notre société entière. Quand vous voyez qu'en gros, en moyenne, donc si je rejoins toutes les trois fonctions publiques, et on a 60% de femmes dans la fonction publique, et qu'on en a seulement 20% qui sont à la tête des structures, enfin moi j'ai un problème de répartition entre les hommes et les femmes. Ça veut dire qu'en gros j'ai 40% d'hommes qui sont dans la fonction publique, mais que c'est eux qui occupent quasiment la totalité des postes de direction. Enfin, ça marche pas. Quelque part, il y a une problématique. Donc voilà. Donc les quotas, effectivement, sont nécessaires pour pouvoir avancer sur la parité. Après, le deuxième, c'est l'éducation. Mais l'éducation, c'est pas l'éducation quand on a 20 ans, c'est l'éducation quand on a 3 ans. Le jour, enfin moi, c'est ce que je me dis toujours, c'est le jour où on dira sage homme sans que ça choque, à la place de sage femme. Dans ces cas-là, ce jour-là, effectivement, on aura gagné effectivement l'équilibre femme-homme et la parité totale, parce que ça ne nous interpellera plus de dire sage-homme, sage-femme, c'est un métier, point, fin, terminé. Peut-être que ça changera entre temps de nom, je ne sais pas, comme métier, mais en tout cas, c'est un exemple qui est ultra révélateur. Parce que c'est aussi valable dans l'autre sens, c'est-à-dire que effectivement, c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont qu'on donne, qu'on prête aux femmes plus qu'aux hommes, et les métiers du social, les métiers du médical en font partie. Or, dedans, enfin voilà, moi j'ai des amis qui sont sages hommes et qui sont très contents de leur métier. Et pour autant, ils me le disent, hein, c'est pas facile pour eux, parce qu'il y a une espèce de la manière dont c'est perçu par la société, par leur entourage, qui n'est pas forcément valorisant et glorieux pour eux, alors qu'en fait c'est un super métier. Enfin d'ailleurs il n'y a pas de sous-métier en fait. Donc ouais, l'éducation c'est vraiment le deuxième volet. Alors l'écriture inclusive, pour le coup, moi je suis pro écriture inclusive. Je l'utilise dans mes posts sur les réseaux sociaux, je l'utilise quand j'écris, je l'utilise, et ça fait longtemps en fait finalement que je l'utilise, même avant que ça soit quelque chose qui soit officiel, développé, et on en parle, je l'ai toujours utilisé. C'est quelque chose, et c'est aussi, c'est un marqueur aussi, hein, d'inclusivité tout simplement, c'est un vrai marqueur, donc oui. Et d'ailleurs je tiens beaucoup à madame la députée. On me pose souvent la question, mais ouais j'y tiens. C'est là, c'est pas le, et le c'est masculin, là c'est féminin, enfin voilà, ça aussi je trouve que c'est une manière de marquer aussi notre place, et puis ça fait partie aussi pour moi c'est plein de petits points de détail, mais c'est des choses qui marquent aussi un équilibre femme-homme dans la société. Ça c'est mon truc, ouais, la croissance dans la décroissance. On est dans un monde qui est fini, qui est défini. C'est pas moi qui le dis, c'est entre autres Jean-Marc Jancovici. Et Jean-Marc Jancovici, c'est pas un illuminé. Enfin, clairement, il est reconnu. C'est quelqu'un qui a créé Carbone 4, qui travaille sur l'empreinte carbone. C'est quelqu'un qui a créé le Shift Project aussi. Enfin voilà, c'est une personnalité. Et donc dans notre monde fini, forcément à un moment donné, la notion de croissance, elle est forcément à revoir, puisqu'en fait, pour être un peu plus concrète, et notamment pour rentrer sur le côté pétrole en fait, qui aujourd'hui notre société est basée effectivement là-dessus. On arrive en fond de cuve, on le sait. Les minerais, etc., les minerais rares et autres, d'abord quand on parle d'eux on dit déjà minerais rares, donc ils ne sont pas déjà nombreux, et tout bêtement, mais c'est aussi, on va arriver aussi à un moment donné en fond de cuve. Enfin voilà, donc ça c'est notre croissance, elle est basée là-dessus. Et comme ça c'est pas régénéré, à un moment donné, on va avoir une problématique de croissance telle qu'elle est aujourd'hui. Donc oui, on peut parler de décroissance, mais pour moi la seule chose c'est que décroissance ne veut pas dire
on retourne à l'âge de pierre et on rentre dans notre caverne et dans notre grotte. C'est pas ça. D'où la croissance dans la décroissance. Pour moi, la croissance dans la décroissance, en fait, c'est la structuration des filières de recyclage. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, ok, on arrive en fond de cuve fossile, ok, on arrive en fond de cuve de plein de choses sur notre terre, de nos ressources primaires, en fait, de nos ressources premières. Derrière, on a créé des polluants, on a créé énormément de déchets. C'est ça notre ordre de demain. Et en fait, plutôt que d'évacuer en permanence nos déchets vers l'Asie pour qu'ils soient retraités, pour qu'ils soient recyclés et autres, pour moi, c'est la structuration des filières de recyclage parce que demain, c'est avec ça qu'on pourra effectivement continuer de faire vivre notre société d'une autre manière. On inventera autre chose, il y a plein de choses qui n'existent pas aujourd'hui. Mais par contre, notre ordre première, c'est nos déchets, c'est notre plastique. On n'arrête pas de parler du continent de plastique, de nos déchets et autres qui se baladent là, qui se déplacent en mer. Très bien, en fait, en fait, c'est une espèce de capitalisation sur ces déchets-là. Et pour moi, là, c'est là où il y a notre croissance dans la décroissance. C'est-à-dire qu'en fait, on décroît forcément parce qu'on est en fond de cuve. Enfin, nos matières premières et primaires vont disparaître. En revanche, on a une croissance, effectivement, on a quelque chose à travailler sur ça. Et puis c'est aussi de créer aussi comme une espèce de... Alors cercle vertueux, je sais pas, mais en tout cas quelque chose de beaucoup plus positif. Il y a aussi toute la question sur le nucléaire. Les recherches sur l'utilisation de nos déchets nucléaires, c'est aussi une chose. Moi, pour moi, ça serait capital de reprendre les recherches là-dessus, parce qu'en fait, ça nous permet justement d'utiliser nos déchets. Et en fait, plutôt que de polluer, en fait, là, on crée vraiment un cercle vertueux sur cette chose-là. Alors oui, le nucléaire est dangereux, etc. Oui, on peut parler de ça. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'énergie qui est la plus décarbonée. C'est grâce à ça, d'ailleurs, que la France a une énergie qui est la plus décarbonée d'Europe. D'ailleurs, il y a un paradoxe sur ça, quand la France a une amende de la part de l'Europe parce qu'effectivement on n'est pas aussi développé que nos voisins européens sur tout ce qui est énergie renouvelable, mais pour autant on a l'énergie la plus décarbonée d'Europe grâce au nucléaire. Et derrière on a des polluants, donc plutôt que de les enfouir en permanence, peut-être que, retravailler. Et en fait c'est ça pour moi la croissance, la décroissance, c'est vraiment ça, c'est vraiment la structuration des filières de recyclage qui derrière nous permettent justement de continuer à vivre, mais sans continuer en tout cas pas de créer une pollution comme on a pu en créer toutes ces dernières années. Sachant qu'aujourd'hui, ce que nous, on a, la manière dont en fait, ce qui se passe aujourd'hui au niveau du climat, même ce qui se passe au niveau de l'eau et autres, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Le Club de Rome en 72, il en parle déjà, ils le disent. Même à la révolution industrielle, alors il y a quelqu'un, un auteur dont j'oublie le nom à chaque fois, mais qui a écrit un livre en disant voilà, la révolution industrielle, si on la continue telle quelle, il se passera ça, 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 et c'est repris après par les scientifiques. Et en fait, ce que lui il écrit en 1800 et quelques, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc on peut pas dire qu'on n'était pas au courant, on peut pas dire voilà, que les 40-50 dernières années on ne le savait pas. Le Club de Rome, tous les scientifiques l'ont montré, ils l'ont pointé du doigt avec marche basse, marche haute. Moi je trouve qu'il vaut toujours mieux voir le pire, comme ça au moins quand ça se passe un peu mieux, c'est un côté plus positif. Mais en tout cas voilà, et donc maintenant qu'en fait on savait qu'on allait vers ça, c'est hyper compliqué en même temps d'arriver à embarquer tout le monde aussi sur ces idées-là. C'est toute une société, c'est pas juste le yaka faucon que j'entends beaucoup à l'Assemblée nationale, très clairement auprès de la part de certains collègues qui sont sur les deux côtés extrêmes là. Le yaka faucon, ça sert à rien. Le monde n'est pas blanc, le monde n'est pas noir, le monde n'est pas binaire, il est plein de couleurs. Et tout est une question d'équilibre. Si vous regardez la nature, elle est totalement équilibrée. Et d'ailleurs, je reviens sur la parité, mais si vous regardez dans le monde entier, même d'une manière générale, il n'y a pas plus d'hommes que de femmes. On est vraiment équilibré. À un moment donné, c'est pas anodin non plus. La nature est bien faite, la nature est équilibrée de fait. Quand elle est déséquilibrée, il y a une problématique. Mais la nature sait se rééquilibrer en fait avec ce qu'on lui donne. Pour moi, l'homme fait partie complètement, entièrement de la nature, et à un moment donné, il faut qu'il soit aussi capable d'équilibre complet. Je pense qu'on a juste oublié aussi avec tout le développement de notre société. C'est pas le développement de notre société des 10 dernières années, hein. Ça remonte sur des dizaines et des dizaines d'années. On a juste oublié qu'on faisait partie de la nature pleinement et entièrement. Et voilà, et qu'effectivement, en fait, c'est ce que nous dit notre président, hein, c'est notre bien le plus précieux. Si on n'a pas ça, en fait, on nous a pas. On n'a pas de société, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est derrière mon idée de croissance dans la croissance, je mets tout ça. Voilà. Sobriété. Elle est j'aime beaucoup c'est Pierre Rabhi qui a avec son expression de la sobriété heureuse. Marc Fesneau, il la reprend aussi. J'ai déjà entendu la reprendre aussi en réunion publique. Mais c'est vrai que c'est une jolie expression et c'est une vraie expression. Je l'avais reprise aussi
dans mon discours des vœux, mais ça va avec l'idée de la croissance dans la décroissance. C'est ça en fait la sobriété heureuse. C'est-à-dire qu'en fait c'est d'utiliser ce qu'on a rejeté pendant des années et de capitaliser dessus. Et oui, c'est une certaine forme de sobriété, mais oui, elle est heureuse parce que ça ne veut pas dire qu'on retourne vivre dans nos grottes. En gros, je le fais très schématiquement et très simplement, mais c'est ça. Après, on peut aussi se poser la question, mais là c'est tout un enjeu sociétal, est-ce qu'on a tous besoin de... Parce que dans les questions de sobriété, c'est ça, est-ce qu'on a tous besoin de changer nos téléphones tous les ans? Est-ce qu'on a tous besoin d'avoir 40 vestes? Alors chacun, on va avoir entre guillemets addiction. Il y en a qui vont vouloir changer tout en permanence de téléphone. Moi c'est pas mon truc, mon truc c'est les vêtements. Donc voilà, je sais très bien que, enfin voyez, et c'est une entreprise qui est ultra polluante. Donc à un moment donné, c'est une vraie attitude, un vrai changement de vie philosophique, sociétal, comportement, politique. Enfin, c'est tout en fait, c'est vraiment un global. Et il faut arriver à embarquer tout le monde parce que si la France elle fait ça dans son coin, c'est très bien, mais après il y a le reste du monde, et si les Chinois n'y vont pas, si les Américains n'y vont pas, si les Japonais n'y vont pas, si, enfin vous voyez, toutes ces sociétés de consommation qui en fait sont les plus polluantes, on n'y va pas tous en même temps, on aura de toute façon une problématique. Et puis derrière, en même temps, on a d'autres problématiques. Ça va être tous les pays qui aujourd'hui vivent du pétrole. Voilà, donc effectivement, leurs réserves vont finir par s'épuiser, mais eux aussi, il faut aussi qu'ils rentrent dedans dans cette transition, c'est une nécessité. Donc en fait, c'est pas juste un petit bout de la lorgnette qu'il faut voir, c'est vraiment de voir qu'on n'est pas seul au monde, et ça aussi dans les Yaka Faucon, on n'est pas seul au monde en fait, il y a nous tous en fait, voilà. Et puis on n'est pas qu'un pays, on est une terre complète avec plusieurs pays et plusieurs manières de voir la vie différemment, et il faut arriver à trouver un juste équilibre entre tout ça. C'est pas évident, c'est passionnant. Ça nous demande pour moi beaucoup de résilience et donc beaucoup de créativité et d'imagination. Mais moi pour le coup, je suis homo donc je suis une vraie humaniste et j'ai vraiment foi en l'homme. Enfin, voilà. Le référendum peut être intéressant aussi bien sur les questions écologiques que sur d'autres questions. Hein. Mais sur la question écologique, oui. Après, on a un bon président. Enfin, vraiment. C'est dans sa manière de faire. C'est vrai que en étant député, je l'ai rencontré. J'ai rencontré quelqu'un de chaleureux, vraiment à l'écoute, qui prend le temps de discuter, mais peu importe qui vous soyez, qui prend vraiment le temps de discuter, qui aime le contact. Voilà, ça se sent, ça se ressent, ça se voit, et qui est vraiment là pour son pays, puis surtout qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit, et qui sort la poussière de sous le tapis aussi, qui évite de mettre la poussière sous le tapis. Ça, en tout cas, moi, c'est vraiment mon analyse sur lui. Je l'avais déjà perçu comme ça, mais en étant vraiment député, en l'ayant vraiment échangé avec lui, je trouve que c'est vraiment voilà, ça c'est la première chose. Dans cette idée des référendums, je trouve ça intéressant. Après, on ne peut pas gouverner qu'avec des référendums. Enfin, ça me paraît compliqué parce que sinon, dans ces cas-là, à quoi sert le Parlement si jamais on fait plus que du référendum? Enfin, vous voyez, donc c'est toujours la même chose. Pour moi, tout est une question d'équilibre. Et puis après, l'écologie, oui. Je donnerai juste l'exemple de la Convention citoyenne. Il y avait eu 150 propositions de mémoire qui en étaient ressorties, et notamment les 80 km/h. Voilà. Et les 80 km/h, eh bien, ça a été mis en place. Oh, mon Dieu, tollé, comment ça? On nous empêche de rouler, etc., etc. Enfin, je me rappelle, ça avait été un truc complètement dingue. Bon, ok, très bien, passons là-dessus. Et puis, donc je deviens députée, et là, je reçois énormément de mails sur Vive l'écologie, il faut absolument qu'on passe de nos 130 km/h sur autoroute à 110 km/h sur autoroute. Bah, pas de problème. J'ai été interpellée justement sur ces questions écologiques lors d'un débat, c'était à la chaussée Saint-Victor, c'était pendant l'événement Let's Go for Climate qui était organisé par la région. Et donc j'ai pris cet exemple-là en disant, vous m'interpellez dessus, mais regardez, voilà ce que vous avez demandé à faire, vous les citoyens, en fait vous les citoyens, nous tous, parce que même les élus, je veux dire, à la base on est quand même tous citoyens. Et donc ça a été pris en compte, on a pris cette idée-là, on l'a mis en place, puis finalement, en fait non, vous avez râlé parce que finalement on vous empêchait d'aller trop vite, nous étions empêchés d'aller trop vite, et là vous redemandez à nouveau la même chose, mais en fait on peut vous mettre les 110 km/h, mais je suis absolument persuadée que ce sera à nouveau, vous voyez, et donc il y a cette espèce d'incohérence en fait, parfois, de contradiction, qui du coup fait qu'effectivement c'est un peu plus compliqué pour avancer. Donc le référendum est une bonne idée pour pouvoir travailler sur la question écologique, je pense vraiment. Maintenant, reste à savoir jusqu'où on va et jusqu'où on prend tout ça en compte. Le modèle suisse travaille beaucoup là-dessus. Il travaille beaucoup comme ça. Après, il y a aussi toute l'histoire. Moi, après, je suis historienne de formation, donc c'est ça que je trouve passionnant aussi. C'est toute l'histoire des mentalités de nos sociétés qui sont vraiment propres à chacun de nos pays. Et ça, c'est quand même une réalité aussi dans la manière d'appréhender les choses. On a quand même un poids historique qui est important. Et
on le perçoit peut-être pas de manière, en fait on le s'en rend peut-être pas compte tous les jours, mais pourtant c'est perceptible tous les jours qu'effectivement aujourd'hui on est vraiment les héritiers, enfin la Révolution française c'est l'héritage sur lequel nous sommes assis aujourd'hui, enfin c'est une réalité, cette espèce d'ambiguïté de notre révolution, la République s'est mise en place et puis finalement le directeur qui est revenu et puis finalement, enfin vous voyez tout ça, voilà, c'est tout ça, enfin c'est bref, toutes ces choses-là, vu qu'aujourd'hui c'est notre héritage, on vit sur tout ça, et donc la manière de voir le monde est forcément reliée avec ça. Donc la manière d'anticiper et d'appréhender les référendums sera forcément liée à ça. Donc, mais en tout cas, c'est toujours inspirant d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, comme en Suisse, dans la manière dont ils le font, et puis ensuite de tester effectivement et d'expérimenter chez nous. Et la manière dont là le président effectivement, enfin dont ça a été évoqué, c'est-à-dire préférendum, de faire plusieurs questions, ça je trouve ça beaucoup plus intéressant plutôt que juste une seule question, oui ou non, comme c'était fait avant. Par rapport à tout ça, je pense qu'effectivement il faut vraiment faire alors, le terme pédagogie, je sais qu'il a été beaucoup galvaudé ces derniers temps et qu'on en a beaucoup parlé et que ça finit par peut-être un peu lasser d'entendre pédagogie en même temps, mais en tout cas il faut beaucoup communiquer, beaucoup expliquer, voilà. Et puis systématiquement, quand on a, parce qu'ils sont quand même très forts justement du assez populiste en termes de démagogie, systématiquement en fait c'est de revenir sur les essentiels, de réexpliquer en fait, de recontextualiser, de redire et en fait de rabâcher. La première chose qu'on apprend en communication, c'est de répéter en fait. Et c'est vrai, c'est en fait voilà, c'est vraiment de répéter et de redire attention. Oui, mais si ça a été ça comme choix, c'est parce qu'en fait il y avait ça. Attention, n'oubliez pas ceci. Enfin, voilà, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment de parler, d'expliquer non-stop. C'est un travail de longue haleine, c'est compliqué. Et pour ça, les médias, pour moi, ils ont un vrai rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, les médias, alors on aura forcément des médias qui vont prendre un biais plus ou moins populiste, plus ou moins, enfin voilà, qui vont accompagner. Après, il est important aussi qu'on ait des médias qui soient effectivement, enfin je sais pas, pour moi le travail d'un journaliste, c'est de quelqu'un qui va avoir le regard le plus neutre et le plus objectif possible, où il va faire, un éditorialiste pour moi va donner son avis. Le journaliste pour moi il donne pas son avis, il informe les gens. Et aujourd'hui je trouve qu'il y a, enfin voilà, le travail du journalisme est plus compliqué, enfin c'est pas la même chose. C'est quelque chose dont je parle beaucoup et il y a c'est un vrai point important dans la reconstruction de la confiance entre justement les élus, les citoyens. Et puis c'est voilà, et le biais, enfin vous voyez, systématiquement de prendre, vous prenez une rue, vous avez 25 poubelles, il y en a une qui brûle, et de prendre juste le biais et de filmer et de rester que sur la poubelle qui brûle sous prétexte qu'il y a les audiences qui sont bien comme il faut à ce moment-là. Bah en fait oui, sauf qu'en fait dans la réalité, en fait vous en avez qu'une sur 24 qui est en train de brûler. Donc ça veut dire qu'en fait le reste à côté, il y a plein de choses qui vont bien, il y a un truc qui va pas bien, mais en même temps la perfection n'existe pas. Donc en fait il y aura toujours un petit truc qui n'ira pas, il y aura toujours des choses qui n'iront pas et qui seront à améliorer et autres. Mais voilà, en tout cas et c'est vraiment là où moi je trouve que les populistes, avec leur côté démago et puis même leur côté mensonge, dans ce que j'entends, il y a vraiment des choses qui sont totalement fausses. Et voilà, et c'est vraiment de recontextualiser, de parler, d'expliquer, donner du sens, de la cohérence aussi. C'est vrai que ça c'est quelque chose, les gens je trouve qu'ils le disent beaucoup aux élus. Moi je l'ai entendu pendant la campagne des municipales, je l'ai entendu pendant la campagne régionale, je l'ai entendu pendant la campagne législative, c'est faites-nous rêver. Mais en même temps, moi je veux bien vous faire rêver, il n'y a aucun problème. Je peux vous raconter plein de trucs, je peux vous mettre plein de paillettes dans la vie. Mais la seule chose, c'est qu'il y a quand même une réalité. On peut mettre des paillettes dans la réalité, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis, il faut le dire. Et c'est là où effectivement, il faut vraiment prendre le temps faut prendre le temps des choses. Chaque chose dans son temps, c'est aussi une vérité. Tout ne peut pas être fait en même temps. Et donc c'est ça. Mais les médias ont un rôle à jouer, en tout cas, un rôle vraiment à jouer d'objectivité et d'informer de la réalité des choses et pas juste de voir systématiquement le verre à moitié vide. Je trouve qu'il y a quand même une répétition de cycle. Il y a une amélioration, j'ai l'impression qu'en fait il y a une amélioration quand même, une capacité à prendre en compte son prochain différente, qu'on améliore systématiquement. Là je parle vraiment en tout cas pour vraiment notre pays, hein, vraiment la France, je parle pas de tout le monde, mais je trouve qu'on a quand même ça, c'est le petit changement, le petit pas à chaque fois qu'on fait dans notre cycle de répétition. Maintenant, d'une manière générale, on oublie assez rapidement ce qui s'est passé. À l'instant T, c'est vrai qu'on a tendance à voir très facilement les choses de manière plus négative,
plutôt négatives que positives. C'est comme ça, les informations négatives vont 2 fois plus vite que les informations positives, on le sait, c'est les analyses, c'est les statistiques, c'est une réalité. Parce que derrière, voilà, c'est tout notre instinct de survie, etc., enfin, qui remonte à la préhistoire. Donc il y a une espèce de logique en fait, tout ça à ça. Mais finalement, on oublie aussi, et ça c'est notre capacité de résilience. Donc en fait, on a besoin de cet oubli, parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet de rebondir et d'avancer. Et en même temps, il ne faut pas non plus, enfin, faut garder en tête et en mémoire pas mal de choses, de choses que notre société, notre humanité a vécues, pour éviter de reproduire exactement les mêmes erreurs. Voilà, en tout cas, on peut remettre le pied peut-être dans une ornière, mais en tout cas, ne pas retomber dans le fossé dans lequel ça peut nous entraîner. Et voilà, et moi, c'est vrai que en tout cas, c'est cette petite chose dont je me suis rendu compte en faisant mes études, en échangeant avec les gens. Et parfois, quand on me dit « Ah, l'Assemblée nationale, c'est ultra violent, franchement, c'est… » Ouais, en fait, la seule chose, c'est que vous avez raison, vous avez à 100% raison. La seule chose, c'est qu'en fait, repartez dans les années 80, repartez dans les années 90, retournez dans les années 60. C'était déjà pareil, c'était déjà la même chose. Bon, je vous parle c'est des années 1700 et quelques. Là, c'était voilà, une fois d'empoigne pas possible. Mais en tout cas, repartez dans même pas si longtemps que ça en arrière. C'était déjà comme ça. C'était déjà un rythme intense, un rythme soutenu. La seule chose, c'est que c'était pas médiatisé de la même manière. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la même chose. Donc, on s'en rendait moins compte. Mais dans la réalité, voilà. Bon, moi en tout cas, c'est mon analyse à moi quand je reprends effectivement la hauteur de point de vue. Mais après, c'est une vraie déformation universitaire que j'ai. Hein. Enfin, je suis historienne de formation. On nous apprend là-bas, c'est effectivement de prendre de la hauteur, de prendre du recul et d'arriver à regarder d'une manière totalement transversale tout et ensuite d'analyser et de faire une synthèse de tout ça. Donc voilà, donc finalement, enfin, bref, c'est quelque chose qu'on nous apprend et que je passe mon temps à refaire. Mais voilà, donc je le dis effectivement, je le dis beaucoup, n'oubliez pas, repensez-y et regardez comment c'était avant finalement. Il y a des choses, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer. Ce qui m'intéresse, ce sont les gens. Je dis souvent que j'ai de l'ambition pour les autres. J'ai pas de l'ambition pour moi, j'ai de l'ambition pour les autres. Mais ce qui est vrai en fait, mais ce qui m'intéresse, c'est que les gens en fait soient contents de vivre, heureux de vivre, qu'ils aient des solutions à leurs problématiques. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. Et effectivement, la politique à un moment donné a un vrai rôle dessus. Et moi, enfin voilà. Et moi, c'est vraiment ça. Donc finalement, j'ai toujours, c'est vrai, enfin, j'ai pas choisi forcément un métier. Et moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était de choisir en fait une position d'engagement pour notre société. C'était vraiment ça, en fait. Donc de travailler sur des sujets engagés. J'ai travaillé effectivement sur les questions de parité. J'ai vraiment travaillé dessus. Je travaille pour l'agence IDECOM aussi, où enfin, voilà, j'ai participé au développement des trophées des femmes de l'économie. Là, c'était sur le volet femmes chefs d'entreprise, avec du networking, avec des conférences, avec les femmes dans les conseils d'administration. Je travaille là-dessus, je travaille pour un bailleur social, donc avec qui est France Loire, qui fait partie du groupe Arcade, avec tout le volet justement, tout ce qu'on peut avoir à côté d'accompagnement des populations qui peuvent être fragiles. J'ai beaucoup travaillé dans les territoires ruraux sur les questions de culture, de développement des territoires, enfin des économies culturelles rurales et sur le volet touristique et autres. Même chose en travaillant aussi sur l'aspect les populations fragiles pour les amener à la culture en fait, pour leur faire part de toutes les richesses que peut avoir notre pays. Donc en fait, c'est plutôt des métiers que j'ai toujours eu en prenant à chaque fois un fil rouge d'engagement. Et puis finalement, en fait, la politique est venue à moi parce qu'un jour, j'ai un député qui s'appelle Richard Ramos, qui est député toujours dans le Loiret, qui m'a passé un coup de fil et qui m'a dit j'ai besoin de quelqu'un comme vous dans mon équipe pour être en circonscription justement. Et donc, et en fait, c'est là où finalement je remets vraiment, parce qu'avant j'avais déjà travaillé, en tout cas j'étais déjà aux côtés de ministres, de sénateurs, de députés et autres, en travaillant justement sur la parité et les femmes en politique. Et j'y retourne à ce moment-là, et puis en fait j'ai l'impression de ne les avoir jamais quittés. Et en fait j'ai toujours travaillé avec des élus municipaux, départementaux, régionaux, nationaux. Et puis voilà, et puis un jour il y en a un qui m'a dit mais vous êtes faite pour faire de la politique. J'ai fait oui en rigolant. Et puis finalement, voilà, je suis arrivée à Blois et puis il y a une association qui s'est créée. Et puis Étienne Panchou m'a demandé de venir avec lui dans l'association et puis on a monté la liste municipale et puis etc. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui effectivement je me retrouve suppléante de Marc Fesneau qui est ministre de l'Agriculture et donc députée de fait. Mais il y a, enfin voilà, en tout cas moi c'est plutôt une construction, un fil rouge en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment le fait d'apporter une petite goutte d'eau dans l'océan de notre société et de surtout pas avoir vraiment
pas du tout de pas ce côté ambition pour moi, mais vraiment de voir que voilà ce que j'arrive à, enfin toutes les idées en fait sur lesquelles je travaille depuis 20 ans, et ben en fait j'arrive à continuer à les travailler aujourd'hui d'une manière différente et de participer vraiment et d'apporter ma petite goutte d'eau dans le quotidien des gens. C'est ça en fait qui m'intéresse. On a besoin d'être en tant que parlementaire, surtout les députés comme sénateurs, je trouve qu'on a un vrai besoin d'être aussi bien sur le terrain, moitié à Paris. Moi, c'est vraiment ce que je fais. Je fais moitié Paris, moitié la circonscription, parce qu'on a un besoin de relier le terrain. Moi, je m'appuie. Enfin, ce qui m'intéresse vraiment, je prends à chaque fois la transformation comme au rugby. Mais c'est ça, en fait, c'est de transformer ce qu'on a intuité sur notre territoire en circonscription pour le transformer en législatif à Paris, et inversement, ce qu'on entend en législatif sur Paris, de retourner sur le terrain pour voir comment c'est perçu, comment ça peut se passer. Essayer de travailler sur tout ça. Et c'est vrai que les textes, on ne fait pas que voter les textes, on n'appuie pas juste sur un bouton, on ne lève pas que la main. Il y a tout le travail à côté, des rendez-vous, des auditions, des échanges, des commissions dans lesquelles on peut être, des groupes d'études dans lesquels on peut être, des groupes d'amitié. Il y a vraiment toute cette partie-là. Sur les questions de transmission de savoir-faire, il y a un sujet pour moi aussi qui est important. Même chose, c'est un sujet que j'ai commencé que j'ai découvert quand j'étais directrice du développement de l'économie culturelle et touristique en Bretagne, à Pontrieux-Communauté, donc entre Guingamp et Paimpol. C'est toutes les transmissions de savoir-faire des métiers d'artisans et des artisans d'art. Aujourd'hui, on a une vraie perte en ligne de savoir-faire, de transmission de savoir-faire. Ce sont des métiers qui sont importants parce qu'en fait, notre société, elle repose dessus. Demain, si on n'a plus d'ébénistes, si on n'a plus de tailleurs de pierre, je ne sais pas comment on fait pour entretenir notre beau patrimoine. Et c'est notre histoire et on en a besoin. Parce qu'on est aussi un pays touristique, parce que c'est une très très forte économie de notre pays. Et donc c'est ces sujets-là aussi qui m'intéressent aussi, sur lesquels je travaille. Je suis vice-présidente du groupe d'études à l'Assemblée nationale sur justement groupe d'études métiers d'art, artisanat et commerce. Là, je suis invitée au WorldSkill à Lyon. Dans 15 jours, j'y vais. Il y a les ministres Olivia Grégoire et Carole Grandjean qui vont, et je serai à leur côté aussi pour ces sujets-là. Et il y a un vrai sujet, il y a quelque chose vraiment. Et donc justement, tout le travail autour de aussi, c'est de l'éducation et c'est de la formation, en fait. Tout le travail autour de l'apprentissage, tout ce qu'on peut faire sur ces métiers-là, parce qu'effectivement ça on ne va pas les apprendre que dans les bouquins, il va falloir aller aussi, en fait c'est beaucoup d'apprentissage, c'est ultra important. Et puis il y a aussi tout le côté orientation, tout le côté dénigrement finalement qu'on a pu avoir sur ces métiers manuels et autres qu'on a mis de côté. Finalement aujourd'hui on se rend compte déjà, premièrement, sont des métiers dans lesquels on gagne bien sa vie, voilà, il n'y a pas de sous-métier clairement, mais ce sont des métiers dans lesquels on gagne bien sa vie. Mieux que les métiers que moi j'ai pu exercer très concrètement, donc voilà, qui sont des métiers intellectuels, moi voilà, je ne fais pas beaucoup de manuels, mais en tous les cas il y a donc déjà premièrement sur l'aspect financier c'est intéressant, et puis deuxièmement il y a, c'est toujours la même chose, il faut pouvoir équilibrer, et on a besoin autant de manuels, on a besoin de ces métiers là aussi, autant on peut pas avoir que des médecins, que des scientifiques et que des intellectuels et des informaticiens. On a besoin aussi de gens qui vont être capables de refaire le toit d'une maison, qui vont être capables de tailler des pierres, qui vont être capables de créer de la vaisselle, de créer des vêtements. On a besoin de tous ces gens-là. C'est des métiers, c'est l'artisanat. L'artisanat, on dit souvent que c'est la première entreprise de France par rapport au nombre qu'ils sont, mais c'est une réalité. Et en fait, on a besoin d'eux, et je trouve qu'il faut ne pas les oublier. Et en plus de ça, ce sont des métiers qui sont intéressants aussi, parce qu'ils se développent aussi avec tout ce qui va être avec l'intelligence artificielle, même tout ce qui est agriculture et autres. Aujourd'hui, on cultive plus, on unifie plus de la même manière que pouvaient le faire nos grands-parents. Ça n'a plus rien à voir du tout. C'est assez incroyable d'ailleurs les machines qu'on peut avoir et qu'on peut voir en viticulture ou en agriculture. Et ça aussi, c'est des métiers, une transmission de savoir-faire aussi là-dedans qui est ultra importante. Et justement, c'est aussi ça le côté d'arriver à... D'où l'important justement de ne pas oublier de se souvenir justement de transmettre ses savoir-faire, tout en vraiment c'est pas l'idée et pas de dire faut revivre comme nos ancêtres, c'est pas ça, c'est vraiment de capitaliser sur cette transmission de savoir-faire, sur notre savoir-faire, et de le coupler avec ce qui se passe dans notre société actuelle, voilà, sur toutes les évolutions techniques qu'on peut avoir, sur toute la recherche et le développement qu'on peut avoir, et toute l'adaptation qu'on peut avoir aujourd'hui, justement par rapport à notamment la transition écologique. Et je pense que les artisans, ils ont une vraie carte à jouer en plus de ça. Il y a vraiment des choses hyper intéressantes, je pense justement aux vêtements qui sont une industrie ultra polluante, qui sont aussi des métiers d'artisanat. Et il y a un vrai truc, ils ont une vraie carte à jouer sur la transition, notamment avec tout ce qui est deuxième main, recyclage, etc. et qui est ultra intéressante. Je dirais effectivement sur le côté exemplarité et autres, c'est que les élus restent quoi qu'ils en soient des humains, des êtres humains. Donc la perfection n'existe pas. Être exemplaire,
Oui, alors c'est sûr que si, je sais pas, si on prêche quelque chose et qu'on fait l'inverse, c'est forcément compliqué. Enfin, moi, voilà, c'est cette notion de cohérence. Après, bon, après, la notion d'erreur, c'est autre chose. On peut, enfin voilà, les élus ont le droit de se planter sur un truc, ils ont le droit d'avoir une analyse à un instant T, de se tromper et de revenir après sur ce qu'ils ont dit. Il paraît qu'il y a que les imbéciles qui changent pas la vie, donc voilà. Mais et après l'exemplarité, oui, mais on reste quand même des humains, les élus restent des humains, faut pas l'oublier. Donc en fait, c'est une question d'équilibre, voilà, c'est vraiment une question d'équilibre. Pour vous donner l'exemple concret des vêtements, en étant cohérente, c'est vrai, enfin bon voilà, moi c'est mon truc. J'essaye au maximum, je fais du troc avec mes copines, donc ça veut dire qu'en fait je rachète pas forcément des vêtements. Je vais privilégier vraiment des petites marques françaises, des petites boutiques. À Blois, je consomme effectivement pas mal à Blois, mais dans des magasins, des indépendants. Je vais pas chez les grandes, enfin je vais plus chez les grandes chaînes. Je reste que dans le centre-ville. Enfin, vous voyez, voilà, c'est ça. Moi, pour moi, ma cohérence, elle est là. Bon, voilà, pour autant, je devrais certainement en acheter moins. Mais bon, voilà. Bon, enfin, vous voyez, c'est ça. En tout cas, moi, ma manière le côté cohérent que je vais avoir sur cet exemple-là, ça va être ça. En tout cas, il faut être cohérent. Si c'est pas exemplaire, c'est être cohérent avec ce